Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer les plus beaux endroits de Colmar. Que ce soit des bâtiments, des parcs, des fontaines et des statues, voici tout ce qu'il faut voir dans cette superbe ville. En fin de vidéo, je visite le château du Haut-Königsbourg. Ce château est magnifique et la visite vaut vraiment le coup. Célèbre pour ses ruelles pavées et son patrimoine architectural, la ville de Colmar est également connue pour être la ville natale de Frédéric Auguste Bartholdi. Ce célèbre sculpteur, né en 1834, a créé plusieurs œuvres qui sont exposées dans Colmar. La statue du général Rapp, située sur la place éponyme, a été sculptée en 1854. Alors âgé de 20 ans, c'est l'une des premières sculptures réalisées par l'artiste. Elle a été fondue en 1940 et reconstruite à l'identique après la guerre. Quelques mètres plus loin se trouve le plus grand parc de la ville. C'est le parc du Champ de Mars. Au centre se trouve la fontaine de l'amiral Bruat, édifiée en 1864 par Bartholdi. Je m'enfonce ensuite dans le centre historique pour découvrir la collégiale Saint-Martin de Colmar. C'est le plus grand édifice religieux de la ville. Juste en face se trouve l'ancien corps de garde. Un passage permet de le traverser pour rejoindre le musée Bartholdi. Ce musée est installé dans la maison natale du sculpteur. Au centre de la cour se trouve une de ses œuvres en bronze nommée Les Grands Soutiens du Monde, réalisée en 1902. Quelques mètres plus loin, à l'angle de la rue des Marchands et de la rue Mercière, il faut lever la tête pour observer un drapier sculpté dans l'angle de la maison Zumkragen. À côté se trouve la maison Pfister. Construite en 1537, c'est la plus connue de Colmar. Elle se reconnaît grâce à sa tour, son oriel sur 2 étages et ses peintures. En continuant la rue, j'arrive au Coiffus. Achevé en 1480, il a été modifié au cours du XVIe siècle. La tourelle et les tuiles vernissées datent de la restauration de 1895 à 1898. Le rez-de-chaussée servait d'entrepôt et de lieu de taxation des marchandises. L'étage abritait les réunions des députés. Il suffit de traverser ce bâtiment pour arriver sur la place de l'ancienne douane, qui est ornée d'une fontaine. Au sommet se trouve une statue en bronze qui représente Lazare de Chouenzi, réalisée par Bartholdi en 1898. Selon la légende, il brandit un plant de vigne issu du cépage de Toki, qu'il aurait ramené de ses campagnes en Hongrie. Sur cette place débouche la petite rue des Tanneurs. Cette ruelle pavée est vraiment magnifique avec ses maisons à colombages. À proximité de l'ancienne douane se trouve le palais du Conseil souverain d'Alsace. La particularité la plus intéressante se trouve sur le côté, dans la rue des Augustins. Dans cette rue, une niche accueille le Menkenpis. Mais pourquoi Colmar possède cette célèbre statue belge ? Il s'agit de la première copie officielle offerte par la ville de Bruxelles. Par conséquent, ce petit homme est parfaitement identique à son cousin belge. Offerte en 1922 à l'occasion du 4e anniversaire de la libération de la ville de Colmar et en souvenir des souffrances communes endurées par la Belgique et la France. Elle était installée initialement devant les bains municipaux avant d'être déplacée à l'emplacement actuel. Je continue sur les fontaines avec la statue du Petit Vigneron, réalisée par Bartholdi en 1869. Elle est située dans l'angle sud-ouest du marché couvert de Colmar. Une autre fontaine réalisée en 1888 par ce sculpteur se situe sur la place des 6 montagnes noires. Le square Adolphe Hirn est l'endroit idéal pour se poser quelques minutes. Dans ce square se trouve une fontaine et le monument Hirn. La statue a été construite en bronze par Bartholdi en 1894. De ce square est visible l'extérieur de la chapelle Saint-Pierre. Une autre fontaine plus moderne occupe la place de la mairie. Je la cite pour information car elle n'a rien de remarquable. À quelques pas de là se trouve le musée Unterlinden. Installé dans un ancien couvent de dominicaines, ce musée abrite les collections de peintures et de sculptures de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. L'endroit à ne surtout pas manquer est le quartier de la Petite Venise.
Il s'étend du marché au pont Saint-Pierre. L'alignement des maisons à colombages de part et d'autre de la Loche offre un paysage typique de l'Alsace. Et pour profiter de cet endroit de façon originale, des promenades en barque sont organisées sur la rivière. À la tombée de la nuit, certaines façades s'illuminent grâce à des vidéoprojections. Une autre curiosité de Colmar se situe au 19 rue des Têtes. À cette adresse, la maison des Têtes est recouverte de masques grotesques. Au sommet se trouve la statue du tonnelier alsacien réalisée en 1902 par Bartholdi. D'autres bâtiments et places sont répartis dans la ville. Il ne faut pas hésiter à déambuler dans le centre-ville pour les découvrir. Bartholdi meurt en 1904. Un monument érigé en son honneur est inauguré le 26 mai 1907. Il est situé sur l'avenue Raymond Poincaré. Sur cette avenue, plusieurs autres bâtiments remarquables se succèdent. Le premier se trouve dans le parc du Château d'Eau. Dans ce jardin se trouve un immense château d'eau construit entre 1884 et 1886. D'une hauteur de 53 mètres et d'une capacité de 1200 mètres cubes, il a permis d'alimenter la ville en eau jusqu'en 1984. Juste à côté se trouve la cour d'appel inaugurée en 1906. À l'extrémité de l'avenue se trouve la gare de Colmar, facilement visible avec son beffroi de 36 mètres de haut. Il ne faut pas manquer les spécialités culinaires de l'Alsace, comme la choucroute ou la Flammekuche. À quelques kilomètres de Colmar se trouve le château du Haut-Königsbourg. Construit à proximité de Sélestat, le château domine la plaine d'Alsace. Il vaut vraiment le détour. Une fois la porte passée, on est directement envoyé dans le Moyen-Âge. À l'intérieur, un parcours permet de traverser les différentes pièces reliées entre elles par des escaliers, des couloirs étroits et même des ponts-levis. Le mobilier et les mises en scène permettent de situer les différents endroits où étaient réalisées les activités nécessaires au fonctionnement du château. Mais il faut savoir que le château n'a pas toujours été dans son état actuel. Des traces écrites mentionnent la présence d'un château à cet endroit dès 1147. À la suite de sièges, des agrandissements et des modernisations ont été réalisés. Mais elles n'ont pas suffi puisque le château a été perdu pendant la guerre de 30 ans. Pillé puis incendié, le château fort est détruit. Il est ensuite abandonné après 1633 et il le restera pendant plus de 2 siècles. En 1865, ces ruines deviennent la propriété de la ville de Sélestat. Après l'annexion de l'Allemagne en 1871, les ruines deviennent la propriété de l'empereur Guillaume II en 1899. Il décide de le restaurer entièrement. Les travaux durent de 1901 à 1908. Après la Première Guerre mondiale, le château redevient français. Il est classé monument historique dans son intégralité en 1993. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles visites.